www.qc.ca. Venez jeter un coup d'oreille. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour à tout le monde, auditrices et auditeurs. On va avoir encore une belle émission. Je vous dis, notre idée, c'est de vous en donner de plus en plus pour vous donner des outils pour mieux vous organiser. La mission de la QDR Québec, c'est vraiment de la défense des droits qui s'exprime par des émissions de radio, des rencontres, des conférences pour aider les gens puis leur donner de l'information. Il y a aussi un autre volet qui peut être drôlement intéressant, c'est qu'on a des cliniques juridiques, administratives et psychosociales et vous pouvez gratuitement avoir les services de gens compétents pour vous aider, vous accompagner dans de multiples choses de votre vie. Alors, c'est complètement gratuit. Nous, la QDR Québec, on est content d'accompagner les personnes aînées et on veut le faire le plus longtemps possible. Alors, on arrive avec notre premier invité, quelqu'un de remarquable, qui a fondé, je vais le laisser parler, une association. Il va vous décrire la nature de son association. On est vraiment chanceux de l'avoir ce matin, Monsieur Raoul Charbonneau. Raoul? Oui. Bonjour. Bonjour, Judith. J'aimerais ça que tu parles aux gens parce que je trouve que tu es un bâtisseur puis tout ça. Quand est-ce que vous avez décidé de fonder cette association-là? C'est quoi sa nature? Puis qu'est-ce que vous faites? Bon, merci, Judith. Ça fait à peu près 1 an, suite à des recherches sur Internet pour avoir des informations touchant les RPA. J'ai constaté qu'il n'y avait absolument aucune association spécifique aux résidents vivant en RPA pour les représenter. Donc, il y a bien sûr des associations, on peut parler de l'AQDR, mais qui est là plus pour l'ensemble des aînés et non pas de façon spécifique à ceux qui vivent en RPA. Donc, suite à ça, avec des amis ici, au Terrasse de Fonderie, j'ai fondé la CROC. Au départ, je croyais que toutes les RPA avaient un comité consultatif de résidents et de proches aidants qui était un outil avec les propriétaires pour faire en sorte là, de rechercher le bien-être des résidents. Malheureusement, il y a très peu de RPA qui ont un comité consultatif et c'est à ce moment-là que nous avons décidé d'avoir des membres résidents, donc ceux qui vivent en résidence, des membres proches aidants et des membres comités pour former notre association. Raoul, oui. je voudrais, je t'arrête là-dessus. Est-ce que tu as été surpris qu'il n'y ait pas plus de comités de résidents puis que, tu sais, la collaboration avec les propriétaires soit moins là? Dis-moi un peu, là, est-ce que ça t'a... As-tu été surpris puis pourquoi? Oui, j'ai été surpris. C'est sûr que nous, ici, aux résidences des Terrasses de la Fonderie, le climat est différent de bien d'autres endroits. D'abord, nos propriétaires, c'est une famille. Hein. Ils sont beaucoup plus proches de leurs résidents. Et suite à l'arrivée de membres de différentes autres RPA, on s'est rendu compte que le milieu de vie est différent d'une RPA à l'autre. Et lorsqu'on a affaire à des gros consortiums, l'appât de... Comment je pourrais dire? Le but premier, c'est de faire de l'argent. Donc, c'est pas le bien-être vraiment des résidents, mais c'est vraiment de faire beaucoup de sous. Et à ce moment-là, ça implique une vision qui est un peu différente. Je t'arrête, Raoul. Oui. Nous, on est à Québec présentement. Oui. Terrasse de la Fonderie, ça se trouve à être où?
Ah, c'est à Drummondville. Ça. Drummondville. Alors, on Oui, est à chanceux Drummondville. d'avoir quelqu'un de Drummondville avec nous. Mhm. Tu as combien de résidences ou de personnes qui vivent en résidence membres de l'ACRO? Ben, on a environ tout près de 300 membres et une centaine de résidences qui sont représentées. C'est pas vraiment beaucoup, compte tenu qu'il y a plus ou moins 140 000 résidents et environ 1600-1700 RPA au Québec. Donc, mais on a, à cause de la pandémie, on ne pouvait pas vraiment faire beaucoup de recrutement et c'est surtout du bouche à oreille qui fait que les gens ont pris connaissance de notre association, la CROQ, ACROQ.ca, qui est notre site web. Et là, ils peuvent avoir beaucoup d'informations sur les services qu'on peut leur donner. Raoul, est-ce que si les gens, là, on est à Québec, il y a certainement des auditrices et auditeurs qui t'entendent, puis c'est le but aussi, qui voudraient faire partie de ton association. Comment ils font? Est-ce qu'il y a un coût spécial? Ils peuvent s'attendre à quoi de votre association? Bon, premièrement, on invite les gens à consulter notre site web, acrop.ca. Et pour ce qui est de la cotisation, pour l'instant, il n'y a aucune cotisation qui est exigée. On demande tout simplement aux gens de s'inscrire, que ce soit des résidents ou des proches aidants ou des comités de résidence. Et notre objectif, pourquoi il n'y a pas de cotisation, c'est qu'on veut le plus possible de gens pour former notre association, pour avoir une voix forte auprès du ministère, auprès du gouvernement. Et c'est ça qui va être important là, pour vraiment établir un rapport de force avec les propriétaires de RPA. Il y a beaucoup à faire. Raoul, je sais, puis je te connais maintenant parce qu'on a travaillé ensemble sur un dossier. Répète ça, là, parce que j'aimerais ça qu'il y ait des gens de Québec là, qui entendent ta voix, là, puis qui disent, nous aussi, on veut aider, puis on veut collaborer, puis on veut être plusieurs à avoir une voix forte. Veux-tu répéter, c'est acroq.ca? Oui, ACROQ.ca. Et ça va vous amener sur un site web où vous allez retrouver l'ensemble des informations. Il y a aussi un lien là, pour s'inscrire. Donc, vous remplissez le formulaire selon que vous êtes un résident ou un proche aidant ou un comité. Donc, il s'agit de l'indiquer. Et à ce moment-là, vous allez avoir une communication avec notre association, puis on va vous indiquer là, selon vos besoins. Et on va essayer de vous aider. Bon, mais je voudrais aussi savoir, Raoul, parce que je sais que tu viens de commencer, mais j'ai vu que vous avez travaillé fort, puis vous avez quand même eu des gros dossiers. Pour vous, qu'est-ce qui est venu à vos oreilles des principaux problèmes vécus par les aînés en résidence? Ah, mon Dieu! On a énormément de problèmes qui sont survenus, des choses que jamais je pensais que ça existait. Par exemple, il y a une RPA qui oblige ses futurs locataires à signer ce qu'on appelle l'annexe 6, partie 2. C'est la description des soins personnels facultatifs qu'une RPA offre. Donc, il y a une résidence privée là, qui oblige le locataire à inscrire des soins jusqu'à peu près 300 $ par mois, alors qu'il n'y en a pas de besoin. Et puis, ils disent, ben ça, c'est pas grave, là, ça fait partie là, du maintien à domicile, puis vous allez à ce moment-là avoir une subvention, puis etc. Mais ça, c'est pas correct. Là. Ensuite, il y a des résidences qui, au lieu de remplir la fameuse annexe 6,
partie 2 vont barrer sur le bail cette partie-là puis dire voir la grille incluse. Ah. Donc, il y a sur leur propre chose. Une chose qu'on rencontre souvent, lors du renouvellement du bail, donc pour les résidences qui ont plus de 5 ans, il y a 3 choix possibles pour le résident. Donc, il peut accepter les modifications que le propriétaire exige et rester dans son appartement. Il peut refuser les modifications et quitter la résidence à la fin du bail actuel. Et le 3e choix, qui souvent n'est pas annoncé, et c'est vous pouvez rester dans votre appartement et refuser les modifications demandées par le propriétaire. Si c'est ce choix-là, le propriétaire, lui, doit s'adresser au tribunal administratif du logement pour fixer le loyer. S'il ne le fait pas, le bail est renouvelé aux conditions antérieures. Et souvent, dans les avis de modification ou de renouvellement, ce 3e choix-là, il est pas mis là, dans la feuille. Donc, c'est un problème, là. C'est un problème que tu soulignes, Raoul, là. Oui, oui. Il y a, en tout cas, je pourrais vous en nommer des choses terribles qui arrivent. Par exemple, il y a dans les RPA, habituellement, on a un système d'alerte, si vous voulez, là, un système de cordes dans la chambre à coucher, dans la salle de bain. Lorsqu'on tire sur la corde, ça actionne un système d'urgence pour les préposés, pour les auxiliaires, pour qu'ils montent à votre appartement voir qu'est-ce qui se passe. Okay? Il est arrivé à une dame, en soirée, de tomber, de se faire mal, de tomber, et elle a eu toutes les peines et misères de se rendre à la corde de sa chambre, à tirer, il était peut-être 8 heures en soirée, et ça a été au lendemain matin, vers les 9 heures, avant qu'un préposé daigne venir voir ce qui se passait. Et la raison était qu'il y avait un manque de personnel pour répondre aux urgences. Ça, là, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Mais écoute, je vais aller un petit peu plus directement. Est-ce que les résidences, les RPA, qui ont un comité de résidents, est-ce que le comité de résidents prend vraiment sa place puis défend un peu ou parle, négocie avec les propriétaires? As-tu vu ça, des comités de résidents efficaces ou pas trop? Donne-moi ton point de vue. Ben, moi, j'en connais plusieurs qui fonctionnent très bien. On a notre comité ici, aux terrasses. Il y a aussi dans le mémoire que nous avons déposé pour la commission parlementaire concernant la lutte à la maltraitance, 2 autres exemples de comités efficaces. Le comité consultatif, composé de résidents et de proches aidants, dans la mesure du possible, est là pour signifier à l'administration un petit problème avant qu'il devienne trop gros, avant qu'il se développe en maltraitance. Donc, c'est un outil pour le propriétaire, pour la RPA, un outil pour assurer le bien-être de ses résidents. Donc, c'est lorsque les deux collaborent, ça va tellement bien là, que c'est pas... Je ne comprends pas pourquoi il y a des RPA qui s'en passent. Parce que le comité n'est pas là pour gérer la RPA. Il est là pour suggérer des améliorations. Et les administrateurs ont tout le loisir de gérer, d'accepter ou pas des suggestions. C'est eux qui gèrent la RPA. Mais le comité peut aider à trouver des moyens pour que le bien-être soit encore meilleur, tout simplement. OK. Moi, je vais te poser une question qui tu vas trouver drôle, mais pour moi, elle est très importante. Raoul, es-tu heureux dans ta résidence? Bien sûr. Oui. Est-ce que tu considères que tu as l'autonomie nécessaire, la qualité de vie, que tu es bien? Oui, parce que j'ai des gens, des administrateurs qui tiennent compte de mes besoins, que
aussi un comité qui peut, en tout anonymat, indiquer à l'administration un point qui est pas correct. Disons, par exemple, la qualité des repas. Bon, j'ai pas besoin de craindre à la représailles parce que en passant par mon comité, le comité va indiquer à l'administration un point, excusez, un point à améliorer. Donc, la crainte de représailles n'est plus là. C'est fameux. C'est tellement présent là où il n'y a pas de comité, là, que les gens préfèrent subir que de dénoncer une situation qui leur déplaît. Je vais être obligé de t'écourter, Raoul, Oui. mais tu reviendras avec moi. Parce que je pense que c'est important de laisser un message aux aînés qui sont en RPA. Allez-y, il y a des bonnes conditions à mettre en place, mais c'est possible de vivre heureux. Alors moi, Raoul, je te remercie de ta collaboration, puis je vais te dire à très bientôt chez tout ce que tu fais pour les aînés en RPA. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de ton accueil. À la prochaine. À la prochaine, oui. Au revoir. Bonjour, Monsieur Demers. Oui, bonjour, Mme Gagnon. Ça me fait plaisir. Je voulais vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. Louis Demers, c'est quelqu'un d'innovateur. C'est quelqu'un aussi qui a des grands enjeux sociaux, qui était prof à l'ENAP, mais pas un prof normal, un prof qui était intéressé par les enjeux spécifiques des aînés, dont un enjeu, parce qu'on en parle de plus en plus, d'habitat des aînés. Je te dis, Louis, tu es vraiment unique là-dessus. Alors moi, je reçois M. Demers qui a entrepris une étude en 2018 sur les petites résidences pour aînés de moins de 50 logements. C'est encore en cours, il y a un autre fascicule. Je voudrais, Louis, qu'on parle. Pourquoi tu as fait ça, cette étude-là? Est-ce que c'est parce que tu voulais la comparer aux grosses résidences? Voulais-tu amener... C'était quoi ton but là, quand tu as réalisé cette étude-là? En fait, cette étude-là suit
2 autres études qui ont été menées dans les années 2000 et 2010. Puis le phénomène qu'on avait observé, puis qu'on observe malheureusement encore aujourd'hui, c'est que les petites résidences privées pour aînés, celles qui sont vraiment de moins de 50 logements, mais aussi il y en a qui ont moins de 10 logements, mais vraiment de très petites résidences, sont en déclin. Donc, le nombre de logements en résidence privée pour aînés augmente année après année au Québec. Il y en a 3 fois plus qu'ailleurs au Canada, mais en dépit de ça, les plus petites d'entre elles périquitent. Il y en a un nombre qui ferme à chaque semaine. Il y en a 1 ou 2 ou 3 qui ferment. Et ces résidences-là, pourquoi on s'y intéresse? C'est parce qu'elles offrent un type de logement particulier qui est en général un chambre et pension et qui ça coûte moins cher et que ça dessert avant tout des personnes âgées à faible revenu. Ah, Louis, Donc, là, tu viens de toucher quelque chose d'important, là, parce que ça fait ma 2e émission que je fais sur l'habitat. Ça veut dire que c'est vraiment une place intéressante pour les aînés pas à faible revenu, mais qui ont moins de revenus, qui sont pas riches. Ils vont vivre heureux dans ces résidences-là. Exact. C'est-à-dire que en général, d'après les études que j'ai menées, puis d'autres données qui viennent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, les personnes âgées qui quittent leur domicile privé, donc leur appartement, leur condo, leur maison, ils vont d'abord choisir un appartement complet avec une cuisine, parce qu'ils sont encore autonomes, puis ils veulent profiter de ça pour se faire à manger. Donc, les personnes âgées qui viennent en petite résidence sont souvent plus âgées, moins autonomes, et le paradoxe, c'est qu'elles sont moins riches en moyenne. Donc, les propriétaires des petites résidences doivent offrir plus de services avec moins de moyens pour engager du personnel. L'autre élément que je voulais rajouter, c'est qu'il y a une fraction, en gros, de 10% des résidences privées qui sont à but non lucratif. Donc, ces résidences-là sont plus accessibles financièrement parce qu'on a accès au programme de supplément loyer pour généralement autour de 50% des logements. Et les personnes âgées qui ont la chance de vivre dans un quartier où ce type de logement est disponible, ils ont un appartement, généralement un appartement, pas une chambre et pension, un appartement, et ils ont un coût de logement abordable. Fait que ça, c'est 2 options. Donc, le drame de la fermeture des petites résidences, c'est que les gens à moins bons revenus et moins autonomes ont plus de place où aller, et parce qu'il y a des résidences, il y a des d'attente en ressources intermédiaires et en CHSLD. Et l'autre affaire, c'est en région. Donc, il y a plus de petites résidences en région, en proportion. Mais logiquement, dans un village de 1500 habitants, tu peux pas avoir une résidence à 1500 places, 150 places. Donc, ces petites résidences qui ont de la misère à réserver ferment. Fait que souvent, il y a des petites résidences qui est la seule et unique dans un village, une petite ville, qui ferme. Et la personne qui habite dans ce village-là doit déménager à 10, 15, 50 kilomètres. Et plus souvent qu'autrement, c'est dans la grosse ville la plus proche. Donc, ça contribue aussi au déclin économique des villages. Puis ça coupe les racines pour ces personnes-là qui sont plus dans leur lieu où ils sont heureux. Exact, c'est ça. C'est vrai pour les quartiers, aussi pour les quartiers urbains. Tu habites Limoilou, tu veux probablement, j'imagine, vivre à Limoilou le restant de tes jours. Tu veux pas aller à Sainte-Foy ou ailleurs où tu n'as pas de lien, tu n'as pas de connexion avec les gens de la place. Donc, c'est aussi une perte pour les gens à faible revenu en général, quel que soit leur lieu d'habitation antérieur. Selon toi, qui a fait toutes ces études-là, puis qui est très connaissant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces petites résidences-là ne ferment pas? Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement les refinance à quelque part? Oui, c'est ça. C'est un peu le jeu de l'offre et de la demande, c'est-à-dire qu'on a établi un régime de certification pour assurer la qualité. Donc ça pèse plus lourd sur les petites résidences parce qu'elles n'ont pas le staff que les grandes résidences peuvent s'offrir. Donc, ce que ça prendrait, c'est il y a un crédit d'impôt pour maintien à domicile des personnes âgées de 70 ans et plus qui pourrait être recalibré pour aider davantage les personnes à faible revenu. Donc, ça contribuerait davantage aux revenus des résidences. Mais plus fondamentalement, on pourrait augmenter les services à domicile. Une résidence privée pour aînés ou sans la loi, c'est un domicile. Donc, on a augmenté les services à domicile. Mais tu le sais aussi que l'augmentation est jamais assez grande pour rejoindre les réels besoins. C'est que si moi, je suis une personne âgée à faible revenu qui vit dans une petite résidence, puis que tous mes services d'appoint, là, mes bas supports, mes bains, c'est offert par le CLT, c'est gratis, mais là, je suis capable de payer la chambre des pensions. Là. En gros, les résidences privées pour aînés ne peuvent pas coûter moins cher. Ils facturent souvent pas assez cher par rapport aux services qu'ils offrent. Les grandes résidences, c'est toujours à la carte. Donc, dès que tu as besoin, mettons, des bas supports, c'est tant par la fois, donc tant par mois. Les petites résidences, dans certains cas, c'est un tout inclus. Donc, on te facture 1400$, puis tu as besoin de 2 bains, on te donne 2 bains. C'est une autre logique complètement différente. Les toutes petites résidences sont pas d'abord et avant tout pour faire de l'argent. C'est là, souvent, pas tout le temps, là.
et c'est souvent des propriétaires qui ont à cœur les besoins des personnes âgées. Mais comment on peut faire, Louis, je regarde ça, pour aider ces petites résidences-là? Est-ce qu'on peut faire des revendications? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que en vérité, ça donne une opportunité à des gens à moins gros revenus de vivre. Exact. C'est ça. C'est un peu... Les petites résidences, il faudrait qu'elles se regroupent dans un grand mouvement à l'échelle du Québec, parce que quand ça ferme dans la Beauce, quand ça ferme dans Charlevoix, ça fait la manchette du journal local. Mais c'est rare qu'on en entend parler à Québec ou à Montréal. Donc, c'est certain que si c'était les grosses résidences, ça ferait un plus gros bang, là, on verrait ça comme une grosse nouvelle. Mais c'est ça. Donc, ils rendent ça plus visible. La ministre responsable des aînés, Mme Blais, a dit et répété que c'est important pour elle, les petites résidences. Peut-être qu'elle a en main des cartes qu'on connaît pas, mais c'est sûr qu'il faut augmenter les revenus des résidents, des locataires de ces résidences-là, ou des résidences elles-mêmes. S'il n'y a pas 36 000 solutions, c'est qu'on peut ajouter des services à domicile qui réduit les coûts pour les personnes âgées, ou on peut augmenter le revenu des personnes âgées. Ça peut être une politique fédérale d'augmenter le supplément aux revenus, mais ça, c'est un autre univers. Mais on peut augmenter les revenus des personnes âgées qui pourront se payer davantage un logement de qualité. Puis on peut aussi subventionner, mais c'est peu populaire, mais subventionner des petites résidences, comme on le fait déjà avec le crédit d'impôt pour maintien à domicile, qui est plus bénéfique aux personnes âgées de classe moyenne qui habitent les grandes résidences qu'aux personnes pauvres qui habitent dans les petites résidences, parce que c'est au prorata du coût de fonctionnement de la résidence. Je vais être obligée de te laisser parce qu'on a vraiment plus de temps, mais je vais reparler des fascicules que tu as fait, de l'étude que tu as faite au fur et à mesure de mes émissions. Puis si tu as une minute, je te rappellerai parce que c'est fort intéressant. Oui, c'est ça, mais ça me fera plaisir. Donc, ces fascicules-là sont disponibles gratuitement sur le site de l'école à ENAP. Puis, il y en a 7 de sortis jusqu'à maintenant, puis un autre qui s'en vient très prochainement. Alors, ça me fait plaisir de te remercie. En pleine connaissance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, écoutez, vous avez vu, c'est très rapide. On va reprendre la semaine prochaine sur l'habitat et vous allez avoir un autre esprit avec la FROC. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. CKRL 89.1. Dans le cadre de sa planification stratégique, CKRL aimerait vous solliciter afin de mieux connaître vos habitudes d'écoute et leur prédominance. Remplissez notre sondage au site ckrl.qc.ca avant le 17 octobre à minuit. Un chèque cadeau de 50 $ au restaurant Le Pied Bleu ou un chèque cadeau de 25 $ au restaurant Niki Sushi seront remis à 2 personnes ayant complété le sondage. Les tirages au hasard seront réalisés au terme du sondage par la firme indépendante, le groupe Dans Cause. Vos réponses resteront anonymes. CKRL, c'est votre radio. Votre opinion est importante pour nous. Dans le cadre de la semaine de la réhabilitation sociale, le Périscope, Alter Justice, l'Aumônerie communautaire de Québec en partenariat avec CKRL, vous invite à leur panel de discussion quand art et réhabilitation sociale se rencontrent. L'initiative s'inscrit dans la 3e édition de l'événement Artis Judiciali. Guidée par Caroline Pelletier, directrice de l'Aumônerie communautaire de Québec, 4 artistes se partageront leur point de vue sur l'utilisation de l'art pour retrouver sa liberté, les contraintes à la création,
et la libération de l'expression personnelle par l'art. Le 14 octobre, de 17h30 à 19h au Théâtre Périscope dans la salle François Gagnon et diffusé en direct sur les ondes de CKRL 89.1. Réservé sur lepointdevente.com, les places sont limitées, contribution volontaire suggérée de 10 $. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. En cas de symptômes d'allure grippale ou s'apparentant à ceux de la COVID-19 tels que la fièvre, la toux ou la perte du goût ou de l'odorat, ou si vous avez été en contact avec une personne infectée par le virus, il est essentiel de passer un test de dépistage et de respecter les consignes d'isolement, même si vous êtes vacciné. Le dépistage demeure un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. Le mercredi 20 octobre, le festival